Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième webinaire plein emploi, plein logement organisé par Ideal. Nous avons déjà eu 2 réunions auxquelles vous étiez peut-être connectés, présentes et présents. La première fois, nous nous sommes intéressés au couple emploi-logement que nous avions qualifié de vieux couple et nous nous étions intéressés à la manière dont il fonctionnait ou ne fonctionnait pas trop bien. Deuxième webinaire emploi-logement unis par les liens de l'entreprise. Nous avons essayé de mesurer l'intérêt des entreprises à se mêler de cette question, au-delà de ce à quoi elles sont obligées, notamment par les cotisations obligatoires à la PEC. Et puis, on a vu qu'elles en faisaient surtout une politique d'attractivité et que finalement, elles n'avaient pas forcément ni envie ni les moyens de s'intéresser à ces politiques du logement, à la manière dont elles pouvaient aider leurs salariés à se loger. Les deux réunions sont en ligne sur ideal.fr et ce matin, nous avons rajouté un troisième interlocuteur donc au couple emploi-logement, nous avons ajouté le territoire, ce qui en fait un ménage à 3. Donc logement, entreprise et collectivité. On verra à quelle échelle de la collectivité tout ça se joue. Ce qui va nous pousser à nous interroger évidemment sur les endroits dans lesquels on habite et sur les endroits dans lesquels on travaille. Est-ce qu'on choisit l'un pour l'autre ou l'autre pour l'un? On va voir. Est-ce qu'on a les moyens aussi de faire ce choix? Sur les manières pour les collectivités d'attirer, d'implanter les entreprises, de planifier et d'anticiper le développement et la création d'emplois. Sur les lieux où l'on construit des logements en fonction des besoins du marché, d'impératifs écologiques aussi et de sobriété foncière, et sur ce qui fait ou sur ce qui ne fait pas le lien entre les deux. Donc, ce matin, nous nous intéresserons plus particulièrement au territoire de réindustrialisation et notamment avec l'agglomération du Cotentin et Cherbourg comme ville-centre et puis la communauté urbaine de Dunkerque dont 2 représentants sont là ce matin. Bonjour, je vous les présenterai dans une minute. On parle donc des grands chantiers, ceux des grandes usines, ceux des centrales nucléaires qu'il va falloir construire, puis ensuite qu'il va falloir faire fonctionner, avec des chiffres impressionnants, puisque à l'échelle d'une dizaine d'années, on parle de dizaines de milliers d'emplois dans différents territoires, évidemment. Donc des salariés qu'il va bien falloir loger, et aussi des logements à construire, et à nouveau des entreprises et des ouvriers pour construire ces logements, et à nouveau des gens à loger pour construire ces logements, etc., etc. Alors, moi, quand je pense aux ouvriers qui sont logés pour construire des grands chantiers, j'ai très mauvais esprit, mais je pense immédiatement aux conditions terribles dans lesquelles certains ouvriers, dans certains pays, ont pu être logés. Donc, pour des grands chantiers comme Dubaï, par exemple, la construction de la ville. Donc, une sorte de pire qu'on puisse imaginer. Mais on pense aussi, et peut-être sans aller jusque-là, et sous nos contrées, à des logements provisoires, des algécos, des hôtels Formule 1, des campings, et puis toute forme de logement provisoire dans des conditions parfois précaires, de logements provisoires qui durent aussi après. Donc c'est des situations qu'on a connues, c'est des situations qu'on ne voudrait peut-être pas connaître à nouveau. Et puis loger beaucoup de monde dans l'urgence, ça fait penser à autre chose aussi, notamment loger dans l'urgence en imaginant des systèmes constructifs de plus en plus industrialisés, et tout de suite on pense aux grands ensembles et surtout à la suite des grands ensembles. Donc voilà, c'est vraiment une question actuelle, intéressante, qui se pose sur plein de secteurs différents, donc secteur de l'emploi, secteur du logement, secteur de l'invention, l'innovation des systèmes constructifs aussi, qui peuvent tout à fait avoir sa place ici. Quand on construit des emplois et des logements, il faut aussi construire des routes pour y accéder, il faut aussi construire des équipements pour accueillir les familles de ceux qui vont y venir, et puis tout ça, ça laisse beaucoup de traces dans le paysage. Le logement, c'est là où vont vivre des gens pendant des dizaines d'années, donc il faut y accorder beaucoup d'attention. Alors, plusieurs questions ce matin. Les politiques du logement et les politiques de l'emploi sont-elles pensées à la même échelle? Est-ce qu'elles avancent de concert? Est-ce que les responsables des services se parlent entre eux? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a 2 services? On va le voir. Comment anticiper une demande très diverse, très variée? Comment y répondre? Pour qui sont construits ces logements? À quel prix? Pour combien de temps? Faut-il du logement social, du logement intermédiaire? Faut-il la possibilité d'accéder à la propriété? Peut-on compter sur le parc existant? Et puis,
Finalement, la réindustrialisation et l'objectif zéro chômage est-il de nature peut-être à faire augmenter le marché immobilier et donc à créer une crise immobilière avec des logements trop chers? Alors, on va essayer d'y répondre avec un panel extrêmement masculin. C'est pas la peine de le souligner, on le sait. Pour en parler, nos invités, donc Gilles Krag, qui est directeur de recherche au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, donc ingénieur passé aux sciences sociales, comme il me disait il y a un instant, spécialiste du développement économique dans les territoires. Nicolas Crozet, qui est le chef de projet Habitat et implantation industrielle à la communauté urbaine de Dunkerque. Bonjour. Xavier Desjardins, c'est dans l'ordre alphabétique. Xavier Desjardins, professeur à Sorbonne Université et directeur d'études à Acadie Coopérative et qui travaille beaucoup sur les sujets de territoire, gouvernance territoriale, etc. Et puis Jean-Raphaël Nicolini, directeur de l'habitat, de l'urbanisme et du foncier à la communauté d'agglomération du Cotentin. Bonjour à tous. Et Antoine Pochon, avec qui nous allons co-animer cette conférence. Merci d'être là à nouveau. Vous pouvez poser des questions que nous essaierons de relayer au fur et à mesure de la conversation. Merci Catherine, bonjour à toutes et à tous. Sans plus attendre, puisque l'agenda est chargé, je me tourne vers vous. Gilles Krag, vous avez un micro qui est juste là et vérifiez qu'il est bien allumé. Mais dans un premier temps, je vais poser une question à chacun d'entre vous pour un premier tour et qui va consister à explorer un peu ce dont on parle quand on parle d'industrie dans les territoires, parce qu'il me semble que c'est un préalable très important pour bien poser notre sujet. Donc finalement, la question que je veux vous poser, Gilles Krag, c'est que la réindustrialisation, ou en tout cas ce rapport nouveau à l'industrie, peut-être, c'est devenu un mot d'ordre assez consensuel, mine de rien, à presque toutes les échelles. Et donc, je voulais voir un peu avec vous ce que ça voulait dire que cette décision de réindustrialiser ou développer l'emploi industriel dans un territoire qui l'est déjà parfois fortement, ce qui est en tout cas le cas de Dunkerque et Cherbourg, qui ne sont pas des territoires dans lesquels l'industrie avait disparu. Réindustrialisation, la première chose peut-être qu'on peut dire par rapport à cette thématique qui est un peu dans l'air du temps, c'est l'importance du préfixe ré, puisque en fait si on parle de réindustrialisation, c'est aussi un petit peu parce qu'on avait cessé beaucoup de parler d'industrie et donc d'industrialisation pendant des décennies. Je ne reviens pas là-dessus. Effectivement, on parle beaucoup de réindustrialisation, il y a un discours au niveau national, un mot d'ordre, des experts, des consultants, beaucoup d'événements, des prises de position. Il y aura un apparent consensus politique. Alors ce qui est intéressant, donc moi, comme vous l'avez un petit peu dit, je ne suis pas un spécialiste du logement, mais je m'intéresse depuis pas mal d'années à la question plutôt du développement économique dans les territoires. Et alors, quand on regarde la question de l'industrie dans les territoires, alors pour le faire un petit peu à la hache, il y a deux grandes configurations. Il y a d'abord des territoires où on ne veut pas du tout d'industrie. Donc s'il y a une espèce de consensus parfois en haut pour dire que c'est beau, ça va créer de l'emploi, ça va contribuer au bien-être social de façon générale, des discours parfois un petit peu, on va dire, un peu trop positif. En fait, dans les territoires, c'est assez différent. Donc, il y a vraiment des territoires où on ne veut pas parler d'industrie, où on n'en veut pas, parce que pour tout un tas de raisons, notamment à cause des nuisances. Et puis, il y a au contraire des territoires où il y a une présence industrielle de longue date, où on cultive l'industrie, où elle était présente même quand on n'en parlait plus. Et en fait, ce sont dans ces territoires-là qu'aujourd'hui, en fait, il y a une espèce de... Moi, ce que je peux constater, en fait, en tout cas dans certains d'entre eux, il y a une espèce de vrai rebond de l'industrie. Alors, j'ai plusieurs exemples. Dunkerque, monsieur en parlera bien mieux que moi tout à l'heure, mais aussi La Cortèze, mais aussi un petit territoire entre Le Mans et Mayenne où il y a encore 30% d'industrie, où il y a des vrais développements. Et ces développements, ils se traduisent par quoi? Par des promesses d'emploi, souvent très importantes. Des promesses d'emploi et des chiffres en général, des milliards donc à Dunkerque, 20 000 emplois. À La Cortèze, pareil, des milliers d'emplois qui vont arriver sur le territoire. Donc, alors,
ce qui est intéressant de constater dans ces cas-là, quand on creuse un petit peu, c'est qu'en gros, il y a eu une ingénierie d'implantation de projets industriels extrêmement efficaces. C'est-à-dire, en fait, il y a des gens dans les services d'Eveco, en lien avec l'État, les services de la région, qui ont accompagné des porteurs de projets, qui sont allés chercher des subventions et qui ont réussi à faire atterrir des projets qui voilà, quand on en fait la somme, ça fait beaucoup d'emplois. Et puis, une fois que ça a été, on va dire, l'affaire a été conclue d'une certaine manière, la question de la mise à niveau du territoire se pose, et c'est là qu'on voit apparaître la question du logement. Mais c'est vraiment dans un deuxième temps. Mais donc avant ce deuxième temps, je repartage ce terme que vous aviez employé quand on avait préparé cette réunion, c'est le terme d'euphorie. Tout à fait. Moi, je trouve que dans certains territoires, il y a une espèce de flambée industrielle. Alors, voilà, il y a quelque chose oui, une espèce d'euphorie qui est liée au fait que, effectivement, il y a aujourd'hui un certain nombre de porteurs de projets qui ont envie de créer des installations industrielles. Et en fait, pour trouver des endroits où les créer, où les concevoir, les créer, les installer, sans que ça ne pose trop de problèmes d'acceptabilité, même si j'aime pas trop ce terme-là, eh ben, en fait, ils les créent là où il y a déjà de l'industrie. En gros, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire la réindustrialisation, elle a tendance à favoriser les territoires où il y a déjà de l'industrie, où il y a déjà des friches, parce que du coup, on peut installer des installations sur des terrains qui ne sont pas vraiment soumis au zéro artificialisation nette. Donc en fait, il y a tout un tas de... Il y a un très bel exemple dans la vallée de la Chimie à Lyon, par exemple, où ils sont arrivés à densifier la zone industrielle en installant voilà, à minima une dizaine de nouveaux projets industriels qui sont tous des installations ICPE. ICPE, c'est installation classée pour la protection de l'environnement, donc qui relève d'une réglementation des risques qui sont donc dangereuses potentiellement pour les riverains, pour la population, pour l'environnement. Et donc souvent les installations industrielles sont ces enjeux-là qu'elles portent. Et donc dans les territoires où on sait gérer ça, eh ben, ça va être les territoires privilégiés de la réindustrialisation. Moi, je trouve le point important, moi ça fait 20 ans que je travaille sur la question de développement économique, je n'entendais pas parler du tout de logement. Et là, je réentends parler de logement à cause de ça. C'est-à-dire qu'en gros, on a des promesses d'emploi et une fois que les projets sont arrêtés, ah oui, et au fait, il y a et le transport, ah oui, et où est-ce qu'on va loger les salariés, comment est-ce qu'on va les recruter, etc. On va y venir parce que effectivement, c'est bien là le nœud du problème. Les spectateurs ont en même temps pu découvrir cette carte des 183 territoires d'industrie, donc qui est une politique publique certes, mais qui montre assez bien que le territoire est largement maillé, mais que ça s'appuie sur les zones déjà industrielles. C'est pourquoi je me tourne vers vous, Jean-Raphaël Nicolini. Vous êtes directeur de l'habitat, notamment, enfin urbanisme et foncier à la communauté d'agglomération du Cotentin. Et en fait, vous êtes un assez bon exemple, parce qu'aujourd'hui, si je ne m'abuse, un quart de l'emploi environ sur votre territoire est de l'emploi industriel. Donc c'est une dynamique qui va... C'est pas une renaissance chez vous, c'est une intensification en fait. Donc est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur ce phénomène ? Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir faire la page de pub du Cotentin, parce que pour une fois qu'elle va changer de la météo nationale qui nous fait une réputation absolument déplorable, qui nous amène, cela étant, d'autres phénomènes positifs d'ailleurs, hein, puisqu'on parlera peut-être du phénomène de tourisme climatique, comme quoi la météo n'est pas si mauvaise que ça dans le Cotentin. Alors sur la partie industrielle et sur la partie, on va dire, développement économique de la région, alors le Cotentin, l'agglomération du Cotentin, c'est 129 communes. Alors il faut dire qu'on parle d'un territoire qui est extrêmement large, la deuxième communauté d'agglomération de France par le nombre de communes agglomérées. 220 km de côte, et on est sur un territoire qui effectivement a bénéficié historiquement d'abord de l'implantation du centre d'enfouissement de retraitement des déchets nucléaires de La Hague, commencer par là, et puis évidemment Naval Group, CMN et avec EDF, Flamanville, l'industrie nucléaire. Donc c'est vrai et au-delà de ça, au-delà de cette activité d'un côté nucléaire, d'un côté électrique, d'un côté chantier naval, hein, on a aussi l'activité nautique, et dans l'intérieur des terres, on a aussi l'agroalimentaire avec l'industrie laitière. Ce qui fait qu'on est quand même sur un territoire qui cumule en fait un existant extrêmement consistant.
Et aujourd'hui, avec a fortiori les annonces qui ont été faites en mars de la part du gouvernement de développement et de continuité de développement de ces industries, on se retrouve effectivement avec une activité économique qui est florissante. Nous, on est en situation de plein emploi. Ça veut dire un taux de chômage à peu près de... on a 4,3%, 4,5% de chômage. Donc nous, on cherche du monde. Nous, on a besoin de monde. On a besoin de faire venir des gens chez nous et on a du mal à recruter. Je recrute d'ailleurs, j'en profite, vous m'excuserez, je recrute dans mes équipes. L'agglomération du Cotentin recrute dans ses équipes. Mais ça, c'est pas de l'emploi industriel. C'est pas de l'emploi industriel, mais en parallèle, et je peux pas m'avancer sur le nombre de milliers d'emplois qui sont annoncés dans l'industrie de façon très exacte parce que... vous n'avez pas de... Alors, c'est compliqué de savoir ce chiffre. On parle de 6 à 10 000 emplois dans les 10 ans à venir, mais pour une petite part seulement des activités industrielles, c'est-à-dire EDF, Orano. Je ne compte pas Naval, CMN. Pour eux-mêmes, c'est un peu compliqué d'arriver à nous donner des chiffres très, très exacts aujourd'hui. En tout cas, c'est plusieurs milliers d'emplois qui sont à venir dans les 10 ans à venir. Et avec des catégories, comme ce que vous avez dit là tout à l'heure, et des catégories de population qui seront aussi très différentes à loger, puisque en fonction des chantiers qui sont programmés, notamment sur les chantiers, alors je parle effectivement plus particulièrement d'Orano et d'EDF, mais selon les types de chantiers qui seront amenés à être développés, nous n'aurons pas les mêmes types d'employés et de salariés qui seront amenés à s'implanter. Ça veut dire qu'on va parler d'ouvriers qui seront pendant un temps, on nous annonce pendant 2 ans par exemple sur des chantiers de terrassement, de démolition, où ce sont plutôt des profils d'ouvriers seuls qui vont venir du lundi au vendredi et le week-end qui repartiraient. Ou pas, parce que les phénomènes, on ne peut pas les prédire. Comment vont aussi vouloir s'intégrer ces populations sur le territoire, sachant que l'agglomération elle a un objectif, c'est garder ces territoires de façon, ces emplois de façon pérenne et ces employés de façon pérenne. Mais en tout cas, cette partie-là d'employés et d'ouvriers va amener à une forme de logement, une typologie de logement peut-être un peu différente à réfléchir. Et puis, une fois une étape d'après de chantier, on aura peut-être plutôt des ingénieurs, plutôt des cadres, ou plutôt d'autres typologies d'ouvriers qui vont aussi venir avec leur famille parce que le temps du chantier sera sur une échelle beaucoup plus longue. Et donc, là, se pose la question du logement familial, se pose la question des services publics, se pose la question de la mobilité, qui est un vrai sujet sur la région. Oui, donc voilà. En fait, on voit que cette hétérogénéité d'emploi amène après une hétérogénéité d'habitants. Absolument. Donc c'est ce qu'on va aussi voir avec vous, Nicolas Crozet. Donc vous représentez Dunkerque. Donc je vous laisse vérifier que votre micro est bien allumé, mais bonjour en attendant, finalement Dunkerque s'inscrit, son agglomération dans une politique publique déjà un peu au long cours pour essayer de stimuler ce que vous appelez chez vous l'industrie verte et qui est maintenant devenue ou décarbonée. Voilà, donc un mot d'ordre là aussi un peu général, en tout cas depuis 2014 et les états généraux de l'emploi. Et est-ce que les chiffres que vous allez nous rappeler là maintenant sur ce nombre d'emplois et les milliards d'investissements, vous allez voir, c'est absolument colossal. Est-ce que c'est finalement les fruits de cette politique publique là qui était très locale? Alors oui, effectivement, c'est clairement le fruit de ce qui a été initié il y a à peu près 10 ans par Patrice Vergrit déjà. Donc la communauté urbaine de Dunkerque, on est sur un peu moins de 200 000 habitants, c'est 17 communes seulement, beaucoup plus petit, mais un territoire de 35 km de façade maritime, dont à peu près la moitié, pas de tout le territoire, mais en tout cas de la frontière maritime, qui est occupée par le grand port maritime de Dunkerque. Donc spécificité quand même de ce statut, c'est relevant directement de l'État, et c'est sur ce périmètre du grand port que seront installées les usines. Voilà. De quoi on parle à ce jour? On est donc un peu moins de 200 000 habitants, à peu près 80 000 emplois, dont pareil, à peu près un quart qui sont des emplois industriels. Initialement, très liés à la sidérurgie avec Usinor, qui maintenant est devenue ArcelorMittal, et puis la centrale nucléaire de Gravelines, qui ont été les deux gros pôles. Une industrie qui s'est un peu diversifiée aujourd'hui. Il y en a par exemple AstraZeneca, donc, qui est quand même qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement, finalement. Laboratoire pharmaceutique. Laboratoire pharmaceutique qui a développé un des vaccins contre le Covid. Voilà, donc c'est pour ça qu'on le connaît notamment. Une tendance
conséquence de cet emploi industriel qui avait un peu baissé, bien sûr, disparition de certains emplois, aujourd'hui, voilà, la courbe s'inverse autour de une vingtaine de grands projets, on va dire, industriels. Qui représentent à peu près combien d'investissements ? Alors, c'est 33 milliards d'investissements globalement sur ces projets industriels soutenus par l'État, effectivement, par la collectivité. C'est de l'investissement public-privé. Oui, clairement. Oui, il y a un soutien de l'État et de la collectivité à ces investissements industriels. En termes d'emploi, on est effectivement sur 20 000 emplois directs pérennes. Sur les 20 000, il y en a 9 000 qui sont strictement industriels. Donc on ne compte pas EDF par exemple, parce que EDF c'est pas l'emploi purement industriel. Quand on compte les emplois indirects, les emplois induits, puis les emplois de chantier, on arrive en pic à 34 000 emplois. Sur 80 000 emplois actuellement. Sur 80 000 emplois, voilà. Donc, c'est juste pour qu'on ait bien les rapports en tête. Voilà, le gap est quand même très très important. L'échéance ? Alors l'échéance, elle est à la fois immédiate parce que les embauches ont commencé, clairement. On a un pic qui sera autour de 2033 et l'horizon de stabilité, on va dire, c'est 2040. Voilà. Donc on est quand même sur un gros effort sur les 10 prochaines années, à la fois en termes d'embauche, de construction de logements, d'équipements, etc. Oui, donc c'est dire l'urgence de se pencher sur cette question maintenant des logements, maintenant que la question industrielle est vraiment sur les rails. Clairement, le défi il est à la fois en volume, de ce qu'on doit produire, mais il est surtout dans le rythme. Parce que, voilà, si on a pris la courbe des emplois, alors là, nous, on a fait un travail initié il y a déjà plusieurs années, finalement, de demander à chaque entreprise quelles étaient ses prévisions en termes d'emploi. On a cumulé tout ça, on s'est attaché à le distinguer autant qu'on pouvait les différentes formes d'emploi. Et aujourd'hui, on a une courbe de création d'emplois année par année. Alors, elle va bouger nécessairement et c'est sur cette base qu'on a pu établir aussi des besoins en logement. Donc on va y venir et je profite de souligner un élément que vous m'aviez partagé pendant notre réunion de préparation, c'est que vous m'aviez expliqué d'un rapport à peu près de 60% de opérateurs et 40% de cadres. Donc opérateurs, c'est des ouvriers qualifiés, c'est ça ? Et oui. Donc dans les emplois qui vont arriver, là aussi c'est pour rebondir sur les propos de Jean-Raphaël Nicolini, pour illustrer la diversité des types d'emplois qui vont se créer. Et Xavier Desjardins, je me tourne vers vous avec une question très simple. Finalement, quand on voit ce qui va se passer dans les 10 prochaines années à Dunkerque, ce qui est déjà en train de se passer, et c'est aussi le cas pour Cherbourg, finalement, ces emplois, ils se créent là où il y a des gens, ou est-ce que finalement, c'est les gens qui vont suivre les emplois ? Oui, effectivement, peut-être avec un retournement d'ailleurs de tendance, parce que effectivement, plutôt les emplois suivaient les gens, et là il y a un renversement de tendance avec la question industrielle. Alors c'est vrai, pour préparer la réponse à cette question, j'ai quelques cartes. Alors, je ne sais pas si les collègues là peuvent les diffuser en fait, parce que la question qui est posée, finalement, c'est la discordance géographique entre les lieux des logements et les lieux des emplois et la quantité aussi. Et donc, quelques cartes comme ça, juste pour situer sur les 10 dernières années, les lieux où il y a plus de gens, les lieux où il y a plus de logements et les lieux où il y a plus d'emplois. Et effectivement, après, on va faire ce travail qu'on faisait chez l'ophtalmo. Vous savez, on remettait le petit oiseau dans la cage. On va essayer de voir si tout ça se raccorde. Alors, les lieux de baisse de la population, effectivement, c'est les lieux d'une partie de la désindustrialisation quand même, qui était quand même la dynamique dominante jusqu'à il y a peu. Et donc on voit effectivement les pourtours du bassin parisien très nettement, qui sont dans les couleurs bleutées, donc les endroits où on perd des habitants, puis croissance de population, littoraux et frontières, notamment frontières suisses. Si on regarde maintenant la diapositive suivante, parce que vous allez voir que les trois diapositives sont les trois cartes sont un petit peu différentes. Là, c'est celle sur l'évolution du nombre d'emplois privés, c'est 2010-2021. Alors, effectivement, vous voyez que la carte est un peu différente parce que, par exemple, l'Île-de-France n'apparaissait pas comme un lieu d'évolution massive de la population, mais par contre un lieu de création d'emplois fort. On voit aussi, on retrouve les littoraux de manière d'ailleurs plus prononcée en couleur qu'on le voyait tout à l'heure. Et puis, effectivement, quelques zones où on voit qu'il y a de la baisse d'emplois, notamment dans l'Orne ou dans le centre de la Bretagne, où l'on ne voyait pas de baisse de logement. Donc, on voit que les cartes sont quand même évidemment
un peu ressemblantes. Les choses ne sont pas complètement déconnectées. Mais ce qui va être intéressant, c'est de regarder justement, à mon avis, les lieux de la déconnexion. Et ce que ça veut dire quand il apparaît l'un et l'autre. Et on peut regarder la diapositive suivante. Voilà, ça c'est celle sur l'évolution du nombre de logements. Pour amorcer notre transition. Voilà, pour amorcer la transition, donc c'est le ménage à trois, voilà, les gens, le logement, etc. Et alors là, c'est tout à fait, tout à fait, vous voyez typiquement, par exemple, vous voyez qu'il y a des endroits qui sont marqués par de la création de logements. Je pense par exemple la Somme, l'Oise, où tout à l'heure vous avez vu qu'on n'était ni en création d'emplois, ni en création de logements, etc. Et donc on a bien sur certaines régions, on a une déconnexion assez forte. Alors, et on va regarder, puisqu'après ça montre que les gens bougent aussi, peut-être. Alors, en fait, oui. Pourquoi il y a la question, et on va regarder après, parce qu'il y a la dernière question. Voilà. Alors là, après, on fait des cartes des lieux où finalement il y a une forme de déconnexion, ce qui nous apparaît intéressant. Vous avez ici, c'est les 50 zones qui sont les plus créatrices d'emplois sur 10 ans et sont entourées avec le tiret noir. Ok, c'est les zones en pourcentage de création d'emplois, pas en valeur absolue, mais en pourcentage. Et vous avez la couleur bleue, c'est le taux d'évolution du logement. Donc vous avez les 50 zones qui créent plus d'emplois, et vous voyez que ce ne sont pas les zones dans lesquelles il y a plus de création d'emplois nécessairement. Alors, de logement. Alors il y en a qui sont concordantes, on va dire par exemple le Pays Basque, en Gironde, autour de Nantes, voilà, c'est concordant. Et il y a des lieux où c'est discordant. Il y a une forme de déconnexion, création de logement. Alors, comment ça s'explique ? Alors, il faudrait affiner. Il y a une raison il y a 3 raisons qui peuvent se cumuler. La première, c'est que il y a une spécialisation du parc résidentiel dans les gens de catégorie d'âge actif. En gros, les retraités partent. Et donc, vous créez des emplois, mais comme les retraités partent, finalement, vous libérez du stock de logements pour les actifs. Alors, ça, c'est une mécanique qu'on connaît bien en Île-de-France. L'Île-de-France, elle est très marquée par ça. Vous voyez bien que c'est des zones de création d'emplois. On crée peu de logements. L'Île-de-France est structurellement déficitaire d'1 tiers de ses retraités. 1 tiers de ces retraités partent. Donc en fait, ça libère, je dirais, les retraités en allant ailleurs, libère de la capacité, voilà. Et donc la création, ça n'augmente pas les besoins. La deuxième, évidemment, chose qui peut se passer, c'est des questions de navette, de navette domicile-travail. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, bougent effectivement, et donc il y a des emplois qui se créent. C'est par exemple ce qu'on peut avoir du côté de Lille, en fait, où c'est le mécanisme qui se passe, ce qu'on a du côté de Lyon, etc. Et en fait, voilà, c'est les zones les plus créatrices d'emplois, mais vous voyez qu'on crée peu de logements. C'est le phénomène de périurbanisation, des navettes longues qui s'y passent. Et puis la troisième élément aussi qui peut s'expliquer, c'est que des créations d'emplois en partie télétravaillables, on va dire des navettes très longues ou un recours, on y va 2 jours par semaine, etc. Et ça se passe dans les emplois de services. Donc c'est ces dynamiques-là qui peuvent expliquer la déconnexion. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, il me semble, c'est que la capacité de il y a une baisse de la capacité de déconnexion, pour dire ça comme ça, parce que vous parlez d'emplois non télétravaillables, quasiment aucun. Voilà. Donc effectivement, il y a aujourd'hui les emplois industriels. Dans l'évolution du nombre d'emplois sont quand même très mineurs. On est encore dans les créations d'emplois, c'est les services, la construction, social, santé, etc. etc. Il y a une réindustrialisation, mais dans l'augmentation, il y a 2 millions d'emplois qui ont été créés depuis 2017, c'est une part mineure qui ont été créés dans l'industrie. La plupart restent, je dirais, comme avant, dans le secteur des services principalement, etc. Mais il y a cette part industrielle. Et là, effectivement, le recours, je dirais, à ces capacités techniques à habiter loin n'est quasiment impossible dans l'industrie, beaucoup moins impossible qu'ailleurs. Et puis, l'autre élément qui joue aussi, en 2 mots. Intéressant. En 2 mots, c'est la question des navettes. En gros, c'est pas possible. Il y a la question du coût du transport, quoi. Voilà. Et donc ça fait que la déconnexion, je dirais, pendant longtemps, on s'est permis une forme de déconnexion parce que les gens payaient la déconnexion en faisant le plein de leur voiture. Et donc ça, c'est quelque chose auquel on arrive à la limite, en fait, de cette solution qu'on a eue pendant quand même 30 ans. Oui, ce qui pointe en fait le fait que le développement économique en général, c'est aussi une affaire matérielle, c'est une affaire de territoire.
territoires de transport, de déplacement, de logement. Donc c'est peut-être sur cette question maintenant qu'on arrive pour ouvrir ce deuxième temps. C'est qu'il se passe donc des choses dans ces territoires qui sont soumis à ces dynamiques économiques, et il se passe finalement notamment le fait que les habitants qui arrivent et ces emplois qui arrivent aussi, donc ils se déplacent, ils se logent. C'est un cadre matériel, c'est du spatial, c'est du concret. Donc je me tourne vers vous, Gilles Krag, parce que ce sur quoi vous avez insisté dans votre première prise de parole, c'est que finalement c'est ce retour, ou en tout cas ce nouveau focus qu'on fait sur l'industrie, si on veut être rigoureux avec ce nouveau focus, en quelque sorte, il faut tirer le fil jusqu'au bout. Donc c'est pas juste des emplois, mais c'est aussi tous ces éléments d'aménagement du territoire. Oui, tout à fait. Alors moi, ce qui me frappe dans la période, la période actuelle, donc si je mets peut-être en perspective les phénomènes dont on a parlé, avec peut-être l'évolution des doctrines du développement économique de façon générale. Ces doctrines, alors pour partie, elles peuvent influencer plus ou moins les pratiques concrètes de développement territorial, mais elles jouent quand même un rôle. Moi, ce qui me frappe, donc je suis dans ce champ académique depuis pas mal de temps, et en fait, on a passé une vingtaine d'années à considérer que le développement économique des territoires, des villes et des territoires, était une histoire de capital immatériel, d'économie de la connaissance, de réseaux sociaux, de coopération. C'était une histoire, on va dire, pour le dire de manière schématique, de soft, beaucoup plus que de hard. Le hard, c'est quoi le hard ? C'est les infrastructures techniques, c'est les réseaux de transport, d'eau, d'énergie, le logement, le bâti, le foncier, l'immobilier. Tout ça, il y a tout un courant de pensée sur la question du développement économique qui a soit considéré que c'était plus le problème, parce qu'en fait la France était équipée de manière très convenable, et donc en fait tout ça n'était plus différenciant. Ce qui était différenciant, c'était les cerveaux, l'innovation, la création, les projets de R&D collaboratifs. Enfin voilà, vous avez toute cette logorée là qui a occupé le champ pendant les colloques et les revues académiques pendant très longtemps. Et donc en fait tout ce dont on parle là, c'est vraiment l'irruption, d'une certaine manière, les questions infrastructurelles, de logement, de transport, font effraction dans la question économique. Et alors c'est assez surprenant, parce que c'est une évidence d'une certaine manière. On a beaucoup parlé des métropoles, donc moi j'avais des collègues qui disaient les métropoles, c'est quand même essentiellement du capital immatériel, c'est de la R&D, voilà. Alors que quand on regarde une métropole, c'est quand même surtout une concentration de bâtis, d'infrastructures. Donc en fait on avait perdu un petit peu de vue cette matérialité. Elle a même été disqualifiée. Moi il y a un an, je travaillais avec un collègue économiste sur une petite ville qui s'appelle Vire, et je lui disais, donc on travaillait vraiment sur le développement industriel, et je lui disais il faut qu'on étudie les déplacements domicile-travail, et lui considérait que la question domicile-travail était hors champ. C'est-à-dire, la question du développement, quand on réfléchissait à l'industrie, il fallait s'intéresser aux entreprises, à leurs relations inter-entreprises, aux clusters, à la façon dont elles innovaient. Enfin, voilà, évidemment, c'est bien le cas, mais le domicile-travail, donc d'une certaine manière, la façon dont les entreprises recrutent, c'était hors champ pour lui. Et donc aujourd'hui, enfin, on a simplement à réinventer, repenser en fait le lien entre entreprise et ville, mais la ville au sens matériel du terme, quoi. Et pour autant, quand même, alors c'est peut-être plus lié ce qui se passe dans les métropoles, mais les marchés immobiliers, notamment tertiaires, ça a joué un rôle extrêmement important dans l'économie en termes d'investissement, en termes de construction, en termes d'émergence de nouveaux quartiers, etc. Donc le développement économique, de mon point de vue, il était quand même très lié au développement de ces immeubles de bureaux, beaucoup plus qu'aux immeubles de logement dans lesquels allaient être logés les gens qui travaillaient dans ces immeubles de bureaux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, en fait, il y a des doctrines de développement économique. Le truc le plus hallucinant, c'est tout le discours autour de la classe créative.
Voilà. Et ensuite, il y a les pratiques effectivement concrètes de développement économique. Et effectivement, dans les grandes métropoles, en fait, le secteur du foncier et de l'immobilier a eu un rôle extrêmement important. C'est lui qui a porté pour partie le développement économique, j'allais dire monétaire, concret des grandes métropoles. Mais en termes là, je vous parle vraiment des développeurs économiques, comme à la fois comme champ académique et puis comme politique et qui a été accaparé, en tout cas qui a été retraduit dans la tête les modes de raisonnement des développeurs économiques des collectivités. C'est un petit peu de ça dont je voulais parler, quoi. Ensuite, il y a la question de l'aménagement. Donc on a un très très grand découplage entre la fabrique de la ville concrète, matérielle, immobilière, foncière, et le champ du développement économique où on ne parlait que de soft, de réseau, voilà. Alors venons concrètement à cette fabrique matérielle de la ville. Donc Nicolas et Jean-Raphaël, je vous invite à prendre chacun un micro parce qu'on va faire un peu un jeu ping-pong parce qu'il y a tellement de choses à dire que je vais vous demander des réponses un peu courtes et je vais vous poser les mêmes questions en même temps. Comme ça, on va essayer de gagner un peu de temps en faisant comme ça. Donc d'une part, donc à Dunkerque et à Cherbourg, sur ce niveau des logements, enfin puisque c'est l'objet urbain qui nous intéresse le plus ce matin. Combien de nouveaux logements à prévoir, à construire et à quelle échéance dans chacun de vos territoires, Nicolas? Alors, on a quantifié tout ça à Dunkerque. Sur la communauté urbaine de Dunkerque, je ne parlerai que de ce territoire, sachant que les territoires voisins, eux aussi, devront construire davantage de logements. Sur la communauté urbaine, il faut qu'on produise 12 000 logements en 10 ans, là où notre PLH, pourtant approuvé en décembre 2022, en prévoyait 7 500. Donc 12 000 logements en 10 ans, plus à peu près 4 000 places d'hébergement temporaire. Donc quasiment x2 du fait des annonces, c'est ça, oui, les annonces d'implantation. C'est ça, x2 et en rythme, parce que là on a un effet d'accélération. On produisait 500 logements par an. Là, dans 4 ans, il faut qu'on en livre 1500. Donc on est x3 en rythme de production en pic. Voilà. Donc merci pour ces éléments, Jean-Raphaël. Et alors de notre côté, au niveau du SCOT, on avait prévu 20 000 logements à échelle SCOT 20 ans. Qui couvre toute... à la fois la communauté d'agglomération du Cotentin et Baie du Cotentin, qui est donc un EPCI mitoyen, sud-est de l'agglomération. Le PLH prévoit 7 500 logements. Et aujourd'hui, alors on est quand même, à l'heure du ZAN, on y viendra après, mais on a gardé cette même perspective de développement de nombre de logements, donc avec une question de raréfaction foncière qui pose un sujet. Mais on est confronté quand même à un sujet qu'on n'avait pas anticipé, parce que 20 000 logements aujourd'hui à l'échelle 20 ans pour le SCOT, c'était quand même très très ambitieux. Tout le monde s'accorde, c'était très haut. Finalement on s'en félicite parce qu'il y avait un phénomène qu'on n'avait pas anticipé malgré la déprise démographique qu'on enregistre, c'est la question du desserrement des ménages. Et aujourd'hui, on était parti sur, à l'époque c'était 2,1 une personne par ménage. On a un desserrement qui aujourd'hui est déjà de l'ordre de 1,90 déjà enclenché, et on a un sentiment on va vers du 1,7. Donc en fait finalement le nombre de logements prévus à échelle 20 ans hors contexte de développement économique tel que celui qu'on nous a annoncé il y a 3 mois et sur lequel aujourd'hui on n'est pas du tout capable d'anticiper en fait la quantité de logements qu'il faudra produire et la typologie des logements aussi, parce que finalement, en lien avec cette question du desserrement des ménages, autant on anticipait autrefois plutôt des besoins de petites surfaces, T1, T2, c'était un constat à peu près général au niveau national, autant aujourd'hui on voit que dans le phénomène de décohabitation, on a de plus en plus de recomposition familiale qui amène une partie de la population à accueillir 2 enfants en permanence et parfois le week-end 4. Et donc le phénomène du T2, il marche plus. Et ça, j'avoue que je suis un peu embêté, je peux pas être plus précis aujourd'hui en termes de réponse et d'attente. La seule chose que je peux dire, c'est que finalement, on se félicite d'avoir mis des ambitions de développement de logement extrêmement hautes il y a 5 ans, au regard d'une situation finalement démographique qui était
absolument inattendu. Mais ce qui donne donc une idée assez claire du nombre de facteurs à envisager pour pouvoir faire ces calculs au mieux. Absolument. Alors, passer maintenant cette étape des calculs, peut-être la programmation, même question à tous les deux, comment vous envisagez cette programmation entre libre, intermédiaire, social, quels sont les équilibres que vous posez? Alors les équilibres ont été posés effectivement pour répondre à la fois aux besoins des habitants actuels du territoire, parce qu'il y a vraiment des besoins sur notre territoire, et les besoins, on va dire, des futurs salariés. Le choix qui est fait aujourd'hui sur la communauté urbaine de Dunkerque, c'est 40% libre, 20% intermédiaire accession sociale et 40% logement locatif social. Voilà, donc ça c'est les chiffres qu'on a stabilisés. Le logement locatif social qui est de combien aujourd'hui? Qui est déjà 33% de mémoire, donc qui est déjà assez élevé sur le territoire, davantage sur certaines communes d'ailleurs. Mais oui, une volonté en tout cas de poursuivre cet effort de construction de logement social, parce qu'on sait que c'est celui qui répond le mieux, notamment à la population en place aujourd'hui. On a 90% des locataires qui sont éligibles au logement social sur le territoire. D'accord. Et alors, de notre côté, on a 19 300 logements sociaux sur 37 communes à l'échelle de l'agglomération, et 80% de ces logements sociaux sont sur Cherbourg-en-Cotentin. C'est pour forte concentration. Donc, forte concentration sur la ville centre, poumon économique effectivement de l'agglomération. La programmation qu'on a envisagée aujourd'hui, elle est multiple. En fait, on est d'ailleurs en train, c'est un petit clin d'œil à mes collègues de la ville de Cherbourg, on est effectivement en train de consolider la réflexion autour de l'OFS, de la constitution d'un OFS, du logement en BRS, et donc finalement adresser la question de la production du logement à toutes les catégories de population, que ce soit du très social au libre, mais avec des problématiques de logement qui sont très très disparates à l'échelle de l'agglomération. J'ai dit tout à l'heure 220 km de côte. Ça veut dire qu'on a des problématiques de logement qui sont à la fois celles des gens locaux, celles des gens qui vont travailler dans les différentes industries du territoire, mais on a aussi un phénomène de résidence secondaire avec des prix du coût du logement qui sont extrêmement disparates entre la côte ouest et on va dire Barneville, Carteret, Port-Bail, avec des prix de maisons qui sont aux alentours de... En tout cas, dans les programmes immobiliers neufs qui sont aujourd'hui en cours sur ces communes, on est à 6 500 euros du mètre carré. Et Saint-Va, de l'autre côté, la côte est, pareil, avec des phénomènes d'attraction, Saint-Va-Barfleur, phénomène d'attractivité touristique et résidentielle secondaire très important. Et puis Cherbourg, qui est un phénomène très compliqué à analyser, parce que si je prends deux exemples aujourd'hui de deux opérations qui sont en cours de commercialisation dans le centre-ville de Cherbourg, une se commercialise sur la ZAC des Nouveaux Bassins, à proximité immédiate du port, à 5 500 euros du mètre carré. C'est des niveaux de prix qui était difficilement concevable à Cherbourg. Alors, ça a un intérêt, cela étant, ça permet de lancer un message aux éventuels investisseurs ou opérateurs immobiliers qui regardent notre conférence, c'est que avoir des zones dans lesquelles on peut commercialiser à ce niveau-là, ça va peut-être réintéresser des acteurs de la promotion et des investisseurs privés à Cherbourg en tant que tel, qui semblait être... Parce que vous en manquez, en fait. Parce qu'on en manque. On en manque, et visiblement, du fait que le prix était trop bas. En fait, c'est assez paradoxal. Si le prix est trop bas, les investisseurs privés ne viennent pas. C'est un phénomène assez étonnant. Dunkerque, je vous vois... Enfin, Dunkerque, pardon, Nicolas Crozet. Non, on a un peu le même phénomène. Il y a aussi, outre l'attractivité, on va dire, industrielle du territoire, il y a aussi une volonté de développer l'attractivité touristique. Donc on a aussi le résidentiel de tourisme, les meublés qui sont développés, les résidences secondaires qui se développent beaucoup. On a du frottement entre les deux logiques, qu'on essaye de réguler. Mais effectivement, et la question de la localisation, elle est hyper déterminante. Donc sur les 12 000 logements, nous on a choisi de produire 70% de ces 12 000 logements dans le cœur d'agglomération. Voilà. Et 20% sur l'ouest, là où seront implantées les usines globalement. Donc, et le tout proche des transports en commun. Donc, vous savez qu'à Dunkerque, on a les transports en commun gratuits. Donc, une opération de logement, elle doit maintenant être à moins de 300 ou 500 mètres d'un arrêt de bus rapide. Et donc, là, il y a une planification conjointe. Donc. Très conjointe. Sur la touristification, enfin, c'est le nom qu'on donne à ce phénomène.
ça fait une concurrence très forte parce que ça peut faire sortir des logements du marché de la location classique et ça fait des logements vides en fait une bonne partie du temps. Oui, alors c'est vraiment un sujet sur lequel aussi on travaille parce que c'est comment on arrive à faire en sorte que les logements, notamment de petite surface, ne partent pas, pour le dire, en Airbnb ou une surface un petit peu T2, T3. Ce qui fait d'ailleurs au PLH, on a dans notre objectif là dans les 6 ans, on est à mi-parcours maintenant, on a une résidence mobilité par exemple de 100 unités, 100 plus ou moins unités à créer pour répondre à la question finalement des travailleurs temporaires, des alternants, sachant que si je vous donne le chiffre des alternants des grands groupes, aujourd'hui on est entre 600 et 800 alternants par an embauchés par ces grands groupes. Donc ça, il faut loger tous ces gens-là qui sont dans du logement un peu particulier, un peu spécifique. Je reviens juste sur les deux programmes, parce que je parlais de 5 500 € d'un côté. Il y en a un autre, il est à 4 300 et on n'est pas si loin que ça. Donc on est avec des niveaux de prix au sein même de Cherbourg qui sont très variables parce que les situations géographiques de ces logements sont plus ou moins avec une vue, avec une proximité à la gare ou autre. C'est un phénomène assez classique en promotion. Sachant que le prix moyen du logement à Cherbourg, c'est entre 2008 et 3 000 € du mètre carré. Donc on est avec une réponse à ces questions-là qui implique de travailler un peu sur l'ensemble de la palette du logement, avec un campus aussi étudiant qu'on veut renforcer. Donc ça pose aussi la question, aujourd'hui on a 2500 étudiants, on en vise 3000, si ce n'est 5000 à moyen terme, avec des nouveaux moyens qui sont aussi mis en place par l'agglomération pour financer et aider au financement d'écoles, l'école de soudage, l'école de cuisine de la mer. Enfin là, c'est aussi des sujets sur lesquels on s'implique beaucoup, mais qui forcément interpellent sur où est-ce qu'on met les étudiants, où est-ce qu'on les loge, et visiblement avec des sujets sur lesquels on pourrait aussi travailler. Moi, pendant mon parcours, certains le savent, je viens de la partie privée et je milite beaucoup pour casser les silos entre le public et le privé là-dessus, parce que je ne crois pas qu'on pourra fonctionner chacun dans notre coin sur ces sujets-là. On va y venir. Et j'interroge du coup la question du foncier, d'ailleurs, comment on travaille aussi sur le foncier et la maîtrise foncière conjointement. On va y venir, mais j'ai deux petites questions. Oula, si mes feuilles s'en vont, avec des réponses assez courtes avant de passer la parole à Xavier Desjardins, mais réponse assez courte, c'est peut-être difficile. Les emplois qui vont être créés dans les 10 années, c'est des emplois donc, qui sont de nature assez différente de ceux qui sont déjà présents et avec quelque chose dont vous m'avez dit que c'était un peu une inconnue, des niveaux de salaire que vous ne connaissez pas très très bien, et quels peuvent être les effets de cette affluence d'une main-d'œuvre certainement assez bien payée sur les marchés immobiliers dans vos deux territoires. Alors, il y a l'aspect salaire, effectivement, et depuis j'ai eu des réponses. Parce que une des entreprises qui s'implante, Vercor pour ne pas la nommer, nous a annoncé Vercor des batteries. Voilà, producteur de batteries dont l'usine est en train de sortir de terre. Donc là, sur la matérialité, c'est quelque chose quand même. Et ils m'ont indiqué qu'ils avaient dû d'ailleurs revoir un peu leur grille de salaire à la hausse. Les opérateurs sont embauchés à 2 700 € bruts par mois, donc un peu plus de 2 000 € net. Donc c'est effectivement pour un opérateur des niveaux de salaire qui sont un peu plus élevés. Bon, on espère avant tout que les habitants du territoire vont aussi trouver des emplois dans ces usines. Oui. Donc c'est aussi de la hausse de revenus pour les habitants. Donc sur l'aspect impact sur le marché immobilier, donc oui, il y a à la fois le niveau de salaire qui peut augmenter, mais je crois que surtout ce qu'on doit maîtriser, c'est avoir un volume d'offres disponible suffisant au bon moment. Parce que ce qui peut créer, ce qui crée déjà un peu de tension, c'est le fait qu'on ait une arrivée massive de personnes sans logement en face. Et c'est là que les loyers et les prix explosent. L'aspect salaire peut effectivement jouer, mais à mon sens, c'est surtout la question du rapport entre l'offre et la demande qui va jouer. Jean-Raphaël. Alors j'avoue que vraiment sur la question des salaires, je sèche. J'avais juste mes sentis sèches, mais en fait c'était juste la question du revenu médian et qui indiquait que sur l'agglomération on était à 20 600 €, donc au-dessus du revenu d'ailleurs médian de la région Normandie. Mais j'ai pas d'indication précise à vous donner, si ce n'est qu'effectivement on va avoir des disparités de salaire importantes entre une partie des ouvriers qualifiés, non qualifiés, et puis une partie de population d'ingénieurs très qualifiés, un ancien Premier ministre et maire de Cherbourg
Cherbourg disait que c'est à Cherbourg qu'il y a le plus de polytechniciens au mètre carré. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Ce serait intéressant de faire ce petit exercice. Ouais, mais en tous les cas, c'est vrai qu'en termes de salaire, je ne peux pas vous donner une réponse très, très précise. Mais en tout cas, c'est une question qui, là aussi, avait pour but de mettre le doigt sur finalement la communication entre ces grands acteurs privés et la puissance publique, puisque ça peut être un point assez important. Alors, Xavier, vous êtes co-auteur avec David Jaïs d'un livre qui s'appelle Une révolution obligée, qui est sorti ce printemps et qui me semble, à travers ce titre de révolution obligée, met le doigt sur la question de la planification écologique. Là, finalement, on est au cœur d'enjeux de planification et cette planification doit être écologique. Alors, comment on répond à ces chiffres qu'on vient d'entendre, à ce qui suppose, après, concrètement, dans la transformation matérielle du territoire, comment on prend ça en compte dans cette planification écologique ? Oui, merci pour la question. Alors, question un peu vertigineuse, Antoine. Oui, alors, quand même, je dois le dire. En 3-4 minutes. Et en 3 minutes, bon. Un peu plus. Bon. Non, alors, effectivement, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Gilles Krag, en fait, sur le renouvellement des doctrines d'aménagement. Ça fait une partie de la réponse, parce que en gros, effectivement, ces aspects matériels étaient un peu oubliés, et il y avait même, je pense qu'on peut se le mettre aussi en ligne de mire, ce rappel qu'en fait, on a eu aussi une déconnexion du financement des collectivités locales et donc de leurs services publics, de leur base économique. En gros, la suppression de la taxe professionnelle, etc. On était bien dans cette idée que finalement, on pouvait découpler les deux. Et là, on voit bien que certainement, il faut réviser aussi ces aspects doctrinaires, et puis ces aspects, je dirais aussi de modalités de financement des collectivités locales, et donc bref, de tous les services qu'elles procurent. Avec désormais la suppression de la taxe d'habitation aussi. Voilà, et alors là, c'est la déconnexion de tout, on pourrait dire ça comme ça, non, mais par rapport aux bases territoriales, c'est-à-dire, voilà. Donc ça pose un problème. Effectivement, nous, dans cet ouvrage avec David Jaïs, on se pose la question, enfin, on pose plusieurs questions, et notamment la question de se dire comment on peut enclencher cette transition écologique. Et ce qui nous paraît, un des aspects qui nous paraît intéressant, vous savez, oui, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on a du mal à partir de la transition écologique, vers lesquelles je vais pas aller. Une des raisons qui nous semblait aussi explicative de cette difficulté, c'est que la diversité des territoires ont beaucoup de mal à anticiper ce que la transition écologique peut leur faire. Vous, à la limite, à Cherbourg et à Dunkerque, vous n'êtes pas trop mal placé, puisque vous avez la réindustrialisation, on peut dire, verte. Enfin, réindustrialisation, ne mettons pas de couleur pour ne pas faire de débat, parce qu'il y en a qui diront on usurpe l'adjectif. Mais en tout cas, c'est une réindustrialisation, ça c'est certain. Et donc, vous avez déjà cet effet-là. Pour les autres territoires, ce qui est quand même assez peut-être angoissant, c'est que si on pense par exemple à l'évolution du nombre d'emplois dans le secteur de l'agriculture, l'évolution du nombre de secteurs d'emploi dans le secteur du bâtiment, c'est-à-dire qu'est-ce que va faire toutes ces nouvelles normes même au-delà du nombre de constructions, mais je dirais le taux d'emploi par mètre carré construit, etc., et réhabilité, peut évidemment extrêmement évoluer quand on pense, etc. Donc on voit bien que il y a quelques secteurs pour lesquels on a une visibilité, pour les vôtres, mais pour la plupart des autres secteurs qui vont être affectés par la mutation écologique, on avait ou les productions d'énergie renouvelable. C'est encore plus vertigineux, c'est-à-dire qu'en fait, on a des cartes qui nous disent où sont les potentiels, mais on n'a absolument aucune vérification. Alors on peut un peu mieux savoir où ça va se passer quand on regarde où sont les réseaux électriques, parce qu'effectivement à un moment les questions matérielles reviennent. Je vois J-Craig, vous avez raison. Donc ça on peut le deviner, je dirais moins en lisant les documents de planification d'où vont être où on peut développer l'éolien, que de regarder là où sont les réseaux, parce qu'effectivement peut-être ça va forcément être connecté. Mais pour dire une chose qui nous paraît voilà, et là on a véritablement, enfin nous c'est ce qu'on dit dans le livre, un défaut d'anticipation et même de mise en débat public de ça. Parce que, en fait, selon les... Enfin, je vais dire une grosse banalité, mais allons-y. Selon les modalités de la transition écologique, selon, par exemple, les énergies renouvelables, est-ce qu'elles sont développées plutôt, je vais caricaturer, par des coopératives détenues en partie par du local ou des SEM, ou est-ce que c'est des grands groupes, des multinationales, etc. Les effets locaux en termes d'emploi, de formation n'auront strictement rien à voir. Pareil sur la mutation agroécologique.
de manière assez prospective, oui, on aura moins de produits phytosanitaires, on va faire plus attention à l'eau, on va changer les cultures, on va adapter au système climatique, ça paraît à peu près évident. Mais qui va être organisateur de tout ça? Un système agricole de type familial, plutôt une agro-industrie, plutôt des systèmes coopératifs, je dirais là, c'est le grand brouillard. Et donc nous, ce pourquoi on plaide dans le livre, en fait, c'est déjà en fait une mise en discussion des divers systèmes socio-économiques possibles de la transition, parce qu'il y en a plein. C'est pas parce qu'on dit transition qu'on a décrit le système. C'est pareil pour les batteries électriques. D'ailleurs, c'est pas forcément des grands investisseurs de Taïwan. On peut imaginer d'autres modalités de développement pour ce cas en particulier, peut-être juste quand on voit Vercors, on voit donc c'est une gigafactory, cet objet super à la mode dans le développement économique aujourd'hui. C'est des implantations qui prennent une surface énorme, des terrains énormes pour peut-être finalement un nombre d'emplois par mètre carré, puisque vous avez mentionné ce possible indicateur qui est peut-être pas si élevé que ça. Alors, ça, je sais pas. Je laisserai collègue de Dakar pour nous dire. Mais j'ai pas la réponse au nombre d'emplois par mètre carré, effectivement. Mais c'est quand même beaucoup d'emplois à Vercors. Ouais. Et puis, c'est un écosystème. C'est aussi peut-être la force du modèle dunkerquois, c'est de penser l'écosystème des industries entre elles, avec des autoroutes de la chaleur, avec de l'eau récupérée, etc., qui fait aussi, quand on parle de transition écologique, là aussi, il y a un modèle de penser l'écosystème de l'ensemble et son rapport avec la ville, que ce soit dans le transport, on l'a dit, dans le logement, dans la récupération de chaleur aussi également, puisqu'il y a de la chaleur produite par les industries qui sera réutilisée dans les réseaux de chaleur urbains, etc. Non, mais c'est très bien parce que ça me permet juste de poser une dernière petite question pour ensuite passer vers notre dernière séquence. Est-ce que vos filières du bâtiment, celles qui sont présentes dans vos territoires, est-ce qu'elles sont prêtes à construire tout ce qu'il faut construire ? Alors, ils nous disent que oui, bien sûr, effectivement. Mais en fait, sur le Dunkerquois, en tout cas, elles sont déjà un peu à saturation, les filières du bâtiment. Donc, clairement, on doit accompagner le tissu local, bien sûr, mais aussi aller chercher ailleurs, parce que vu l'ampleur, que ce soit en production de logements, en construction d'usines, en construction de l'EPR, enfin bref, il y a quand même des gros sujets qui fait que non, la filière du bâtiment, elle n'est pas complètement structurée, mais aucune des filières finalement n'est structurée, et on y viendra tout à l'heure, mais c'est aussi le rôle de la collectivité, en tout cas ce qu'elle a choisi de faire, d'aller accompagner, y compris sur des champs où normalement elle n'est pas hyper compétente. Oui, je me tourne vers vous, Jean-Raphaël, et je souligne au passage un des points communs de vos territoires qui sont d'être en quelque sorte des Finistères. Vous, c'est très clair, vous avez rappelé 220 km de côte, vous, c'est un Finistère en quelque sorte, mais une côte et une frontière avec bon, alors il y a quelque chose derrière, hein, mais donc ça a des effets, cette situation géographique. Alors sans aucun doute, moi j'en profite, je lance un appel à l'aide là. je lance un appel à la structuration des filières. Parce que vous n'êtes pas prêt. Non, alors nous on n'est peut-être pas, ou peut-être que les acteurs sont peut-être plus francs chez nous, je ne sais pas, mais en tous les cas, nous on a clairement un souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne sait pas, au-delà du fait que déjà il y a une question de place pour mettre tout ça, pour le résumer très brutalement, mais après on ne sait pas avec qui et comment. Et on a eu l'occasion à la communauté d'agglomération et sous l'égide de notre président d'organiser une rencontre entre bailleurs sociaux, grandes entreprises locales et collectivités avec la Fédération française du bâtiment régionale pour donner un peu une forme de plan de programmation de l'ensemble des projets qui sont en cours et à venir, mais y compris dans la question de la rénovation, parce que là on parle du neuf, mais on a quand même un autre énorme sujet et sur lequel aussi l'Agglo investit beaucoup d'argent, c'est la rénovation du patrimoine existant, aussi bien à destination des privés que du public. Et une soupape et une réponse, parce que finalement ce parc il existe déjà, il a ce mérite-là. Alors oui, mais le parc existant est quand même 57% du parc existant a été construit avant 1975. Donc on a quand même une problématique de logement ancien qui est relativement importante, avec une problématique de logement aussi insalubre, alors spécifiquement sur certains endroits de la ville de Cherbourg ou dans certains centres-bourgs qu'il faut aussi résoudre.
voilà, le RHI est une aussi de nos actions, nos priorités, comme l'action sur le logement vacant, hein, 7% de logements vacants à l'échelle de l'agglo. En tous les cas, pour revenir sur le sujet de la structuration des filières, moi je demande effectivement à ce qu'on puisse s'organiser collectivement, parce que oui, on est un peu au bout du monde, ça c'est vrai, et que tout ce que j'ai toujours entendu dire sur la difficulté de venir construire dans la région, c'est notamment la surenchère liée au coût du transport des matériaux. Déjà, les prix des matériaux ont augmenté de façon conséquente, mais en plus se rajoute l'effet transport. Oui, simplement sur les logements vacants, effectivement, sous PAP, oui et non. Alors oui, parce qu'il faut le faire, il y a un enjeu qualitatif énorme derrière ces logements vacants. Sur Dunkerque, on a 2000 logements vacants depuis plus de 2 ans. C'est la propriété privée, pas de public, donc on s'est donné pour objectif d'en remettre sur le marché 750. Sur 2000, c'est déjà très très élevé comme objectif, mais vous voyez que 750 sur les 12 000 qu'on doit produire, voilà, on est quantitativement un peu à la marge. Qualitativement, c'est très important. L'autre problème sur le logement vacant et la réhabilitation, c'est qu'on a aujourd'hui, dans certains cas, dans de nombreux cas, des coûts de réhabilitation qui sont plus élevés que ceux de la production neuve. On passe à notre troisième temps. Est-ce que des questions sont parvenues ou alors est-ce que... Ah si, une question qui vient d'arriver. Alors... Je lis sans avoir filtré. Témoignage des difficultés rencontrées sur le territoire de Saint-Nazaire agglomération, perspective de création d'emplois et de recrutement très importante, Airbus, chantier, porte-avions militaires, mais aujourd'hui pas d'investisseurs pour soutenir la production de logements, nombreux programmes immobiliers à l'arrêt, faute de commercialisation, fin des dispositifs de défiscalisation, absence d'acquisition, logement locatif intermédiaire. Quels outils pour soutenir la production de logements nécessaires? Clairement, le logement locatif intermédiaire est aujourd'hui la soupape de sortie des opérations. Puisque à condition que quelqu'un les achète. Alors aujourd'hui, en tout cas pour 2024, on a quand même plusieurs grands groupes, pas loin d'ici. Action Logement et la Caisse des Dépôts. Action Logement et Caisse des Dépôts, voilà, qui sont. J'ajoute quand même que l'autre soupape, il ne faut pas la négliger, c'est le logement locatif social. Parce que pour un opérateur qui fait en VFA, s'il vend, comme dans la programmation dunkerquoise, on a indiqué 40% en LLS et 15% LLI, il a ses 55% de pré-commercialisation, il peut engager son opération. C'est un peu idyllique ce que c'est un peu idyllique ce que je décris, parce que dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça. Mais en tout cas, il faut vraiment jouer cette complémentarité des produits. Et bien sûr, LLI, on bataille dessus, mais bref, on y arrive, mais aussi le LLS. Il y a un marché de LLI à Dunkerque. En 2 mots, parce que je vais enchaîner, mais alors, je ne peux pas résister. Mais on doit l'encadrer aujourd'hui parce que tous les opérateurs se ruent dessus. Voilà, se ruent sur la ligne. Donc, on a aussi décidé d'afficher notre objectif de 15% de production, de soumettre, dire on fait un LLI quand on fait 3 LLS. Bref, on encadre un peu pour maximiser l'effet facilitateur de sortie d'opération du LLI, mais bien avoir la production en libre et en LLS en complément. Donc pour ce dernier temps, je vais commencer par vous poser une question à vous, Gilles et Xavier. Donc on dit, c'est un de nos mantras ici à Idéal, une politique nationale du logement, des politiques locales de l'habitat. Alors il en va un peu de la même chose pour ce qui est de l'emploi et de l'industrie. Mais en fait aujourd'hui il me semble qu'il y a peut-être ce troisième acteur qu'on ne peut pas ignorer, ces acteurs privés et ces industriels. Alors, ils ont certainement un rôle dans la planification, mais lequel? En tout cas, on voit qu'ils sont là, on voit que les investissements, ils les mettent en compagnie de l'État et des collectivités, c'est systématique, il y a un concours public à ces investissements. Donc, peut-être que la question que je voulais vous poser, c'est que finalement, est-ce qu'il faut ramener ces employeurs et ces grands investisseurs dans la sphère de la décision publique locale? Selon quelle modalité? En tout cas, comment les associer à ces grandes décisions de transformation des territoires dont ils sont partie prenante. Et Xavier, dans l'ouvrage que je mentionnais juste avant, vous pointiez l'idée
l'instrument d'un contrat, à des échelles très différentes et à des acteurs très différents selon les enjeux qui se posent. Donc, Gilles, vous disiez même, vous de votre côté, et je vous lance avec ça, l'aménagement de l'espace, vous appelez de vos voeux que l'aménagement de l'espace soit l'instrument central des politiques locales de développement industriel. Mais alors, comment ça se décide, tout ça ? Et juste avant que vous répondiez, on a souligné dans le deuxième webinaire qu'on avait fait sur le lien entreprise et logement que tout le risque qu'il y avait à lier le contrat de travail à un contrat d'habitation quel qu'il soit, que ce soit un bail, la participation à la bonification d'un taux d'intérêt, etc. Donc voilà, peut-être notre idée de faire ce ménage à trois, c'était aussi pour ne pas trop lier le salarié à son employeur, notamment par le logement. Ouais, en fait, c'est une question très, très intéressante, même pour un académique comme moi, on va dire. Peut-être, la première chose à dire, c'est que alors, quand on parle du privé, je pense qu'il faut vraiment distinguer dans les entreprises qui sont concernées par le développement territorial et urbain. Il y a vraiment les opérateurs fonciers immobiliers, quand on parle du privé, et puis ensuite il y a les employeurs. Je pense qu'il faut vraiment distinguer les deux. Là, on parle vraiment des gens qui s'installent, des industriels qui ne sont pas... alors parfois, ils peuvent être aussi investisseurs et fonciers immobiliers, mais on va dire, ce sont des gens qui... le privé dont on parle, ce sont des gens qui pilotent une activité économique, qui vendent des produits de par le monde, qui embauchent des gens, qui achètent des machines pour le faire. Donc c'est ce privé-là dont il est question. Pas l'autre, parce que l'autre a des connexions un petit peu naturelles différentes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, moi je pense que de ce que je peux observer, les industriels aujourd'hui, ça n'est pas le modèle des maîtres de forge. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous allez voir un manager, vous allez voir le patron de Vercors, lui, ce qui l'intéresse, c'est de produire des panneaux photovoltaïques, de les vendre à ses clients, de faire en sorte que Renault les achète, et puis d'autres clients, voilà, c'est de faire tourner son activité. Alors du coup, on se dit, oui, mais d'où vient cette question du logement ? En fait, elle vient un peu malgré eux. Et en fait, leur problème, c'est pas le logement, leur problème, c'est le recrutement. Voilà. Et donc, ils veulent recruter et il y a des blocages. Donc, ils se disent, mais pourquoi ça bloque ? Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils en viennent à mettre sur j'allais dire, dans l'espace public ou en dialogue avec les autorités publiques, parce qu'ils en ont, parce qu'il faut qu'ils achètent du foncier, il faut qu'ils aménagent de l'espace, ils ont des permis de construire, etc. Ils viennent à poser la question du logement qui, de leur point de vue, est éventuellement un frein à la question du recrutement. Donc ça, moi, je pense que en introduction, vous incitiez beaucoup là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, un manager d'une entreprise moderne, on va dire, il s'intéresse au logement, mais parce qu'il s'intéresse au recrutement. Donc peut-être il faut... La première chose, c'est de bien hiérarchiser quelles sont leurs demandes vraiment. Donc la question, c'est vraiment celle du recrutement. Ensuite, donc... La conséquence un petit peu de tout ça, c'est que s'il y a des problèmes de recrutement, ça veut dire qu'il y a des problèmes d'appariement entre les lieux où habitent les gens et les lieux où travaillent les gens. Et là, on quitte en fait la question de l'intérêt de l'entreprise, qui s'occupe, qui gère, c'est de la responsabilité de qui ? D'agencer les espaces pour faire en sorte que la vie quotidienne des gens, elle fonctionne. Eh ben ça, voilà, je sais pas, c'est ça la vraie question. Aujourd'hui, dans les faits, c'est les collectivités territoriales qui ont cette compétence-là d'aménagement de l'espace. Voilà, et la profession qui historiquement a été constituée pour organiser l'espace, c'est l'urbaniste, historiquement. Voilà, je ne peux pas forcément rentrer dans les détails. Donc en fait, et l'urbaniste, assez rapidement, c'est pas un architecte, c'est quelqu'un avec l'urbanisme va la planification urbaine, la planification territoriale. Donc donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est une espèce de retour de la question du plan et de la planification. En fait, si on en parle tellement qu'elle soit écologique, urbaine, territoriale, etc., c'est sans doute qu'il y a un problème autour de... Voilà, c'est quand on brandit comme ça, voilà, à un moment, on brandissait le mot d'ordre de proximité, c'est parce qu'il y avait un problème avec la proximité. Aujourd'hui, on dit planification, c'est parce qu'il y a
de fait un problème autour de ces questions de la planification. Par contre, c'est pas les industriels qui vont la faire. C'est pas eux, ils planifient autre chose, ils planifient leur activité économique et du coup il faut vraiment recentrer le débat là-dessus. Aujourd'hui c'est ça la question qui est posée. Il y a des systèmes aujourd'hui d'organisation de la vie quotidienne qui dépassent très largement les frontières institutionnelles. Le cas de la CUD, de la communauté urbaine de Dunkerque, est très intéressant. J'ai visité il y a quelques semaines l'entreprise Aluminium Dunkerque qui nous a simplement dit où habitent les gens qui travaillent chez vous. En fait, il y en a près de la moitié, c'est passé 60-40, qui travaillent en dehors de la CUD. Même exemple du côté de Vire-Normandie, petit pôle industriel qui fonctionne très très bien, de façon très étonnante. En fait, voilà, c'est où il y a une espèce de flambée de projets industriels. L'évolution qu'on voit depuis 10 ans dans les fonctionnements liens entre domicile et travail, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui habitent à Caen et qui viennent travailler à Vire. Donc en fait, c'est une espèce de... Moi j'ai appelé ça la city régionalisation, parce que c'est l'inverse de la métropolisation. Là, c'est des gens de Caen qui viennent travailler à Vire. Voilà. Donc la question de la planification, je pense qu'elle ne peut pas... C'est à ces échelles-là qu'il faut désormais la penser, peut-être plus à l'échelle régionale. En tout cas, moi je ne suis pas un spécialiste de ça, mais il me semble que c'est vraiment l'enjeu du moment. Et du coup, je rebondis simplement, je termine là-dessus, parce que c'était intéressant ce que vous disiez. Il faut associer les industriels, il faut associer les employeurs, parce qu'ils jouent de fait un rôle dans l'organisation de la vie quotidienne, puisqu'ils embauchent des gens. Donc quand ils embauchent des gens en leur disant c'est obligatoire d'avoir un permis de conduire, et ben quelque part, vous voyez que ça va orienter les pratiques de mobilité, et donc ça va autoriser ou pas autoriser la bascule vers des transports en commun ou la continuation de la dépendance automobile. Alors juste un commentaire, la datar, point d'exclamation, qui nous vient de quelqu'un qui nous regarde, et puis une réflexion, si on ajoute aux 3 cartes de M. Desjardins celle des logements vacants de longue durée, n'y a-t-il pas un intérêt / besoin d'une planification à l'échelle nationale pour une réindustrialisation plus équilibrée du territoire versus un risque d'hyperconcentration? Xavier, allez-y. Et par ailleurs, je souligne que, puisque ça a été dit par Gilles, vous formez des urbanistes à l'université. Oui, c'est... Ouais, tous les deux, c'est notre métier. Donc on dit qu'on forme des gens qui sont utiles à la société. On se fait plaisir ce matin. Bon, mais j'espère qu'on a raison. Enfin, c'est la société qui nous le dira. Alors juste effectivement un petit point, c'est vrai que les employeurs s'occupent du logement quand ça pose problème dans le recrutement. Historiquement, ça a été ça. C'est pour ça qu'ils ont créé du logement, etc. Et effectivement, ça a été tout un combat ouvrier. Rappelons-le, par exemple, le droit au maintien dans les lieux dans le logement social, ça vient d'une bataille des ouvriers pour ne pas être dépendant de l'employeur pour rester dans son logement. Effectivement, aujourd'hui, ça paraît comme une bizarrerie. D'ailleurs, tout comme les régimes spéciaux de retraite, qui étaient conditionnés au fait de rester dans le même employeur. On oublie l'origine de ça. En fait, c'est des origines patronales qui disaient, par exemple, dans les chemins de fer, on avait un régime particulier parce que pour éviter qu'on passe d'une compagnie ferroviaire à l'autre. C'est pour garantir le lien avec l'employé. Donc tout ça, on l'oublie un petit peu, mais c'est vrai que c'est des moments où ils s'en occupent. Et je suis complètement d'accord avec la remarque de la personne qui l'a envoyée. C'est qu'en fait, il y a un retour de besoin de planification locale et même aussi un peu nationale. Ce que je disais tout à l'heure, on voit bien, et la dalle me le disait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la planification nationale, elle a connu une longue phase de déclin des années 70, quasiment jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, où le national, en fait, sa politique d'aménagement, c'était aider le local, d'une certaine manière. C'était l'aider à créer des dispositifs, etc. etc. Donc, il faisait... avec des contrats aussi. Avec des contrats, oui, il faisait des choses, mais d'une certaine manière, il ne faisait plus de dessin national. Enfin, voilà, il avait abandonné cette fonction. Parce qu'en fait, je pense qu'on fait de l'aménagement d'une certaine manière, assez brutalement, en fait, quand l'économie en a besoin. En fait, on retourne à un moment où, en fait, l'aménagement du territoire, le fonctionnement de l'économie est dépendant
de réflexion en termes d'aménagement du territoire. D'ailleurs, tout comme dans les années 60. Enfin, dans les années 60, on mythifie, on dit « Ah là là, c'était la puissance de l'État gaulien qui était capable de dire aux entreprises, etc. » Pas du tout, c'était une coopération avec les entreprises. Les entreprises avaient besoin de quitter la région parisienne pour aller en province, pour avoir des terrains moins chers, etc. Et en fait, l'État accompagnait la modernisation économique des entreprises via l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, je dirais, on est un peu dans la même situation. C'est-à-dire qu'on est on l'espère en tout cas, à l'aube d'une réémergence de questions d'aménagement du territoire, dont on espère qu'elles auront d'autres objectifs qu'uniquement, évidemment, aider les entreprises. Sinon, il y a plein d'autres sujets, l'écologie, le social, etc., etc. Mais on voit bien qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu l'émergence de politiques d'aménagement puissantes, c'est au moment où, en fait, il y avait une sorte de convergence d'intérêts, en fait, entre des secteurs économiques, jamais tous, parce qu'il y a toujours Là, il y a des secteurs économiques qui ont besoin d'aménagement, d'autres qui n'en ont pas besoin. Là, vous en avez cité, les secteurs du tourisme en ont besoin, les secteurs des secteurs industriels dont vous parlez, eux ont besoin d'aménagement du territoire. Et en fait, on voit bien que là, en fait, à mon avis, c'est l'occasion de créer une alliance. Et dans ces cas-là, il y a un appel, d'une certaine manière, de ces secteurs économiques à dire à l'État, là, on en a besoin pour la planification des logements, aussi pour l'organisation territoriale de l'offre de formation, parce que c'est aussi un des grands sujets, effectivement, d'aménagement du territoire. Donc, voilà. Merci. Je vous en prie. Oui, alors, une réaction. Je veux bien rebondir là-dessus parce qu'effectivement, cette question de l'aménagement et de la planification du territoire, c'est effectivement quelque chose que nous voyons dans le cadre de la mise en œuvre du ZAN. On peut critiquer le ZAN sur certains sujets, mais en tous les cas, il y a peut-être un intérêt et une chose à tirer du ZAN, c'est que, je ne l'ai pas dit au début, mais 129 communes, 7 PLUI. Et à terme, le vœu ultime, c'est d'avoir un PLUI. Je prends des précautions avec ce sujet-là, mais en tous les cas, ça veut dire que si on a 7 PLUI et en objectif final un seul PLUI, il va donc bien falloir unifier les politiques. Unifier, ça ne veut pas dire uniformiser, ça veut dire réfléchir conjointement de façon transversale aux territoires dans lesquels il va falloir effectivement un petit peu plus mettre le poids du corps sur une partie plutôt résidentielle, une partie peut-être plutôt économique, et peut-être pas, en tous les cas, la question de la mobilité, parce qu'on voit bien que le gros sujet, c'est la question de la mobilité. Sur nos territoires, en tous les cas, ça l'est, avec la problématique de l'accès à certaines entreprises, parce qu'aujourd'hui, quand vous vous retrouvez avec 6000 employés par jour sur une entreprise en particulier, comment les gens se garent? On a des problématiques de parking. C'est bien, chez IDEA, j'ai une spécialisation dans la question du parking, cette fois-ci sous un autre angle, mais c'est un vrai sujet. Comment les gens se stationnent, ne mettent pas 2 heures pour aller de leur parking jusqu'à leur lieu de travail, parce qu'on est dans des conditions ultra sécurisées aussi d'accès à certains postes de travail. Donc, 1h30, ouais. Donc on n'imagine pas en fait la problématique que ça peut générer. On entend même parler, un serpent de mer, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais d'un tramway entre Cherbourg et La Hague. Voilà, en tout cas, ça interpelle sur comment aussi on réachemine les gens via des navettes. Alors c'est là où l'industrie est quand même très présente, parce qu'elle participe pour le coup beaucoup dans le financement et dans l'installation de transport collectif, bus, navettes de bus, mise à disposition des salariés avec une accélération de la cadence, mais aussi la question de la mobilité douce. On voit que les Cherbourgeois sont très courageux, qui pleuvent ce qui n'arrive jamais, ou qui vendent ce qui n'arrive jamais, comme tous les Normands. Ils sont en vélo. C'est plat. Non, ça monte. Ça dépend des endroits. Mais en tous les cas, ce sujet de la planification est extrêmement important, parce qu'on voit bien cette problématique-là dans aussi comment on fait en sorte que des territoires ruraux, j'ai peu parlé du territoire rural de l'agglomération, mais on a aussi cette problématique qui va rejoindre la question de la densification des centres-bourgs et de la manière dont on va aussi reconfigurer l'environnement aux alentours, en périphérie de ces centres-bourgs. Alors, nous, on a la côte, on a les cœurs industriels économiques, et on a le territoire, l'interland rural, le tout cumulé avec des problématiques agricoles, parce qu'on est aussi un territoire très rural et très agricole. Donc, comment on aménage ça? Voilà, la question, c'est la planification. Donc qu'ils se mêlent d'emploi ou de transport, quand ils le font, les employeurs, c'est parce qu'ils ont un problème pour leur activité, et ce qui rejoint effectivement totalement les propos de notre précédent débat. Je vais venir peut-être aux 2 dernières questions, parce que je pense que c'est vraiment 2 questions que j'ai envie de vous poser. La première, elle est très simple. Quand des chefs d'entreprise ou des investisseurs s'adressent à vous, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Sur Dunkerque, outre la partie pourquoi je viendrais m'installer chez vous, ça c'est les négociations amont, on va dire. Voilà. Bon, c'est quand même très très important, mais après il y a
Une des interrogations des entreprises, c'est est-ce que je vais pouvoir recruter? Donc, il y a toute la question emploi-formation qui est posée, alors pas forcément à la collectivité. En l'occurrence, sur Dunkerque, la collectivité a choisi d'aller s'occuper emploi et formation là où ce n'est pas une compétence obligatoire d'un EPCI. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, le transport des marchandises, des salariés. Dunkerque, transport gratuit, usine sans parking. Donc voilà, gros choix effectivement. Hein, donc schéma express régional métropolitain. Donc voilà, qui vient d'être labellisé. Donc toute cette partie-là. Et puis le troisième sujet, c'est effectivement le logement. Les entrepreneurs, quand ils viennent nous voir sur la partie logement, c'est d'abord, je veux être rassuré sur la capacité du territoire à loger les salariés qui seront là de façon pérenne. Donc, pour effectivement pas être freiné dans mon recrutement. Je vous rejoins tout à fait, ils ne veulent pas loger les salariés. C'est est-ce que je vais pas être freiné dans mes recrutements? Est-ce qu'il y aura bien du logement pour tous? Et des salariés qui viennent du monde entier à Dunkerque. Alors, ça c'est je parlais des salariés. Ils ont des questions beaucoup plus précises et pragmatiques où là d'ailleurs ils sont prêts à davantage s'impliquer sur le logement temporaire des salariés. Alors logement temporaire, on parle de quoi? On parle des grands chantiers. Le PR, EDF bien sûr va s'occuper activement avec la collectivité, d'autres, de la question du logement des salariés de chantier. On va parler aussi des expatriés. Parce qu'on est notamment dans l'électromobilité avec des entreprises ou des sous-traitants qui viennent notamment d'Asie. Donc, on a 200, 300, 400 expatriés qu'il va falloir loger. On a aussi pour Vercors des gens qui viennent de Grenoble, parce que Vercors, le siège à Grenoble. Donc, on a des navetteurs entre Grenoble et Dunkerque. Donc, toutes ces personnes-là, il va falloir les loger de façon temporaire, sans compter tous les salariés qui arriveront d'ailleurs et qui, dans un premier temps, vont pas louer ou vont pas acheter. Ils vont trouver un meublé pour, par exemple, pendant la période d'essai. Donc, on a beaucoup de besoins en logement temporaire. Et là, les entreprises viennent clairement nous questionner sur où est-ce que je les loge le mois prochain. Donc, ce que j'observe, c'est que vous êtes chef de projet habitat et implantation industrielle. Donc, j'imagine que ces demandes, elles vont vers vous, vers votre porte directement. Oui, elles passent parfois par d'autres canaux, mais elles y arrivent, effectivement. Oui. Est-ce que vous avez des demandes un peu baroques parfois, sur le logement des salariés? Parce que... Oui, par exemple, des choses auxquelles on n'est pas habitué, mais quand on discute avec Prologium, qui est une des autres entreprises, donc sur le logement des expatriés, ils nous disent oui, mais nous on a besoin de cuisine avec des hottes super aspirantes parce que notre manière de cuisiner fait que voilà. Donc ça c'est des demandes taïwanaises. Taïwanaise. Voilà. Prologium c'est taïwanaise. Donc oui, on a comme ça des demandes un peu surprenantes, mais au-delà de ça, la question c'est vraiment je veux pouvoir loger dans de bonnes conditions parce que à la base, oui, là aussi les habitudes culturelles sont pas nécessairement les mêmes. Donc une entreprise chinoise par exemple avait pour intention au départ de créer un grand dortoir, quoi. Alors on explique que c'est pas tout à fait comme ça qu'on loge nos salariés en France. EDF a réquisitionné entre guillemets pas mal de campings autour de Dieppe, donc. Oui, alors après dans le camping, nous c'est aussi une des solutions qu'on explore dans le camping. On peut avoir des habitations légères de loisirs qui sont somme toute un studio qui peut tout à fait répondre. Ça fait partie des possibilités aussi, mais effectivement pas entente, quoi. Donc Jean-Raphaël, et j'ajoute, parce qu'on ne va pas avoir le temps de beaucoup la traiter cette question, mais je vous la soumets quand même en très court. Qu'est-ce que vous demandez à l'État? Et peut-être qu'est-ce que vous demandez à l'État au sujet du logement social? Une politique de réindustrialisation qui investit massivement, mais qui laisse encore beaucoup trop de côté cette question du logement social. Qu'est-ce que vous demandez à l'État? Il faut se dépêcher. Alors je fais court, je ne vais pas dire grand-chose de plus que M. Croiset. Oui, il y a des incertitudes. Bon. Sur les logements baroques, oui, ça rejoint ce qu'on a pu voir sur les campings qui ont été réquisitionnés, entre guillemets, qui ont été utilisés, j'ai plutôt utilisé ce mot-là, pardon, je fais attention au choix des mots. Effectivement, d'aller voir même des agriculteurs qui mettaient à disposition leurs champs pour l'installation de caravanes et autres, parce qu'on n'avait pas
tellement le choix à l'époque pour pouvoir permettre de loger les salariés. Ce qui pose on a découvert le gîte du nucléaire, qui est un site, un Airbnb spécialisé pour loger les employés mobiles qui doivent aller de centrale nucléaire en centrale nucléaire. Non, ça, je vous invite à regarder ça. Je connaissais pas. Ce que je peux dire d'autre, c'est qu'effectivement, à l'époque, on avait le contrat avec les sous-marins nucléaires en Australie. On a eu des demandes effectivement de réflexion sur c'est quoi un logement pour des Australiens, parce que le logement pour un Australien, c'est pas du tout la même référence que ce que nous pouvons avoir nous en Europe, en fortiori en France. Donc il y a eu effectivement ces réflexions-là, qui ont donné lieu à certains ensembles collectifs dédiés à cette catégorie de population. Et je ne sais pas si ça répondait particulièrement. C'était bien avant que je prenne mes fonctions, et puis là le sujet est un peu clos, on va dire, peut-être en tout cas temporairement. En tous les cas, on s'interroge clairement sur effectivement comment on met tout le monde autour de la table, et on a fait ce type de réunion avec le maire de Cherbourg, avec le président de l'agglomération et les patrons de l'ensemble des grands donneurs d'ordre, de se dire collectivement quels sont vos besoins, quels sont vos projets, et donc du coup en parallèle quelles sont les capacités de réponse que nous, agglomération et ville, nous pouvons mettre à votre disposition pour loger vos populations. Qu'est-ce qu'on attend de l'État ? Je suis pas sûr. Alors je prends une position peut-être plutôt personnelle là, mais je suis pas sûr qu'il faut peut-être toujours tout attendre de l'État. Je pense qu'il faut peut-être aussi nous-mêmes en tant qu'acteurs publics local, ça rejoint la problématique d'idéal, c'est que je pense qu'effectivement la politique du logement est avant tout une question de mise en œuvre locale. Et je crois que je reviens à ma marotte, à mon leitmotiv, je pense qu'en cassant ces silos et en faisant discuter et travailler à la fois les directions en interne, collègues direction de la mobilité, de la direction du DAVECO, du tourisme, évidemment de la planification de l'urbanisme, mais agglomération comme ville, je pense que c'est en se parlant entre nous sur les besoins nécessaires et en parallèle avec les grands donneurs d'ordre et autres acteurs économiques, parce qu'il y a tout le tissu des PME, on n'en a pas parlé, mais tout le tissu aussi des partenaires et sous-traitants de toutes ces entreprises-là. Je pense que c'est collectivement qu'on peut arriver à un peu mieux déjà quantifier les besoins et les secteurs, parce qu'il y a un sujet important chez nous en particulier, c'est la question du temps, de la distance, pour des questions d'astreinte, d'implantation de certains salariés où ils ne peuvent pas être à plus de 30 minutes de leur lieu de leur travail pour des questions d'urgence exceptionnelles. Ce qu'on a évoqué dans le précédent webinaire. Donc finalement, tout se regroupe. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, parce que je peux continuer très longtemps. Hein. Mais enfin, peut-être quand même, je lancer un petit sujet, parce que je pense quand même le sujet de fond, je ne vais pas reparler de la question de l'OFS et de la question du BRS, mais enfin, je crois qu'aujourd'hui, à l'adresse des promoteurs, je m'adresse en particulier à mes anciens confrères, je crois que le modèle, il est aussi à complètement réinterroger sur la question de c'est quoi être propriétaire demain. Est-ce qu'il faut qu'on continue à être propriétaire à 100% de sa propriété pleine et entière ? Est-ce qu'il n'y a pas des mécaniques à mettre en œuvre public-privé sur le foncier? On réfléchit, nous, dans le cadre de nos missions, on est en train de mettre un observatoire du foncier en œuvre. Cet observatoire du foncier, il a aussi vocation peut-être à dire tel ou tel fléchage de foncier doit être plus ou moins réservé à de la résidence principale, à destination des activités économiques, et qui détient ce foncier? Est-ce que ça doit être un propriétaire client final comme vous et moi, ou est-ce que ça doit rester dans le giron d'une grande foncière qui est à réinterroger pour permettre sa viabilité et l'amortissement du foncier à moyen long terme? Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre autour de la table des assureurs, parce que l'assureur va aussi être un acteur majeur en raison du risque climatique? On peut aller loin dans la déclinaison, je pense, de toutes les problématiques, mais ça peut être aussi des bailleurs sociaux, ça peut être aussi des acteurs privés, des investisseurs privés qui ont de l'argent et qui, du coup, rentabilisent, entre guillemets, leur foncier sur X années. Voilà, je m'interroge clairement et je serais très content d'ouvrir un autre débat et surtout un travail réel. On pourra peut-être ouvrir ce chantier bientôt. En tout cas, merci à vous. Et je souligne que je pense que sur ce qu'on attend de l'État, nous, on a un gros sujet sur les résidences pour les salariés en mobilité, où on veut obtenir un statut spécifique de ces résidences, parce qu'aucun ne répond, et on a un gros enjeu de créer un statut de ces résidences salariés en mobilité qui soit à terme évolutif en logement classique. Ça suffit pas. Non, le bail mobilité, ça suffit pas. Les bailleurs sociaux peuvent pas l'utiliser ou très mal. Enfin bref, c'est un sujet certes un peu technique, mais aujourd'hui, on n'a pas la solution et c'est un vrai enjeu. En tout cas, merci de nous avoir bien montré tous les quatre que réindustrialiser ou réfléchir à l'industrie doit passer par une réflexion sur l'emploi. Catherine ?
Oui, merci beaucoup et merci à toutes et à tous. Donc voilà, c'était la fin de ce 3e webinaire et la fin de cette série. Donc cette 3e édition sera en ligne d'ici quelques jours sur le site. Et juste pour rebondir sur le sujet évoqué par Jean-Raphaël Nicolini, le prochain événement idéal aura lieu le 19 septembre. Alors ce sera un débat public dont vous serez informés, un petit teasing là parce qu'on ne va pas vous dévoiler le lieu tout de suite, mais le titre de cet événement, c'est propriété, vol ou rêve, point d'interrogation. Donc, est-ce qu'il faut écouter Proudhon ou est-ce qu'il faut écouter les aspirations des ménages et se poser la question, effectivement, de est-ce que la propriété, c'est un but absolu à poursuivre? Est-ce que finalement, c'est un ferment de la spéculation? En tout cas, une réponse avec des chercheurs, avec des responsables politiques et avec, une fois n'est pas coutume, plutôt des artistes. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous la prochaine fois aussi. Ce sera cette fois en présentiel. En tout cas, d'ici là, bonnes vacances, et avant les vacances, n'oubliez pas d'aller voter. Le logement c'est politique, l'urbanisme c'est politique, et c'est comme ça qu'on change la société aussi. Merci.